François Hollande, Monsieur le Président, je vous en prie. Ces élections municipales m'ont surpris quand même beaucoup de Français. Votre parti d'origine, le Parti socialiste, n'a pas été d'une clarté limpide. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt le Bureau national hier du Parti socialiste. Vous ne l'avez peut-être pas suivi, mais alors bon, moi je sais. Je vais vous donner quelques conclusions. On a l'impression que l'effort n'a pas dû en watch, qu'il a refusé de mettre au vote d'ailleurs peut-être une motion, dit-on, le Parti socialiste qui aurait pu le mettre en minorité. Mais avant que vous nous parliez de l'avenir du Parti socialiste, peut-être un mot sur votre position. Vous avez dit au niveau national, pas d'accord avec LFI, vous avez été clair. Et puis, on a entendu parler de cette affaire de Tulle, de votre ami Bernard Combe, qui d'ailleurs a été battu, à qui vous aviez dit il faut faire l'union. Donc les gens ont compris l'union, c'est l'union de toute la gauche avec LFI. Je me suis trompé ou vous n'avez pas été assez clair? Alors, sur les élections municipales et sur le Parti socialiste, vous arrivez tout de suite à Tulle. Je suis très heureux de ce raccourci. Je sais que vous avez vu la commune. Mais parce que j'aime cette ville, oui. Alors, pour répondre, moi, j'ai pris position très clairement et qu'il ne fallait pas d'accord avec LFI, ni au niveau national, ni au niveau local. Et à Tulle, c'était une ville qui était toujours dirigée par une municipalité que j'avais d'ailleurs gagnée en 2001, ça remonte à loin, d'Union de la gauche. Cette Union de la gauche s'était divisée au premier tour et elle s'est reconstituée au second tour parce que c'était sa vocation. Mais c'est vrai qu'il a suffi, et c'est très intéressant d'ailleurs de l'observer dans une ville que je connais et qui m'est proche, il a suffi qu'il y ait une personne de LFI sur cette liste pour que le rejet emporte tout le reste. Et je trouvais que c'était injuste par rapport à Bernard Combe, qui était mon successeur, injuste parce que c'était une liste de gauche traditionnelle, mais c'était révélateur de ce qu'est, notamment dans ces villes moyennes, et je ferai des distinctions entre les villes, dans ces villes moyennes, la peur que suscite LFI, comme si c'était la confirmation que ce grand remplacement allait se produire. Puisque c'est finalement LFI qui entretient l'idée de deux France, une France qui serait la France traditionnelle, vouée à progressivement s'effacer par rapport à une France nouvelle dont les caractéristiques peuvent être multiethniques, si on peut résumer les choses. Voilà, alors si je reviens sur les leçons des municipales, pour leur donner, je crois, une portée pour la suite, nous avons eu la vérification qu'il y avait 3 niveaux électoraux et 3 France qui se dégageaient. Dans la France des métropoles, Paris, Lyon, Marseille d'une certaine façon, mais Strasbourg, Lille, Rennes et autres, c'est le débat droite-gauche classique tel que nous l'avons toujours connu. Un parti socialiste assez dominant à gauche et une droite républicaine qui essaye de garder ses positions ou de les conquérir. L'extrême droite y joue un rôle très amoindri, même à Paris, d'une certaine façon, et même si ça n'avait pas le visage du Rassemblement national, ça n'avait pas non plus une place considérable, 12%, et une extrême gauche également très réduite. LFI, dans la plupart des grandes villes, mais même Marseille, dans la plupart des grandes villes, a fait 10 ou 11%, pas davantage. Suffisamment pour gêner, mais pas assez pour porter une ambition. Donc dans ces villes-là, et c'est plutôt le commentaire qui s'est fait le soir du scrutin, puisque c'est ce qui est intéressé, c'est légitime, que devient Paris, que va faire Lyon et qu'est-ce qui va se produire à Marseille et dans les grandes villes. On a l'impression que rien n'a changé, que la vie politique est restée finalement ce qu'elle était. Or, ce n'est pas vrai. Parce que dans les villes moyennes, villes de préfecture, sous-préfecture, il y a des évolutions qui sont assez significatives, plutôt vers la droite, un glissement à droite, et plutôt une fluidité des deux électorats, RN et droite. Ce qui explique, quand on fera vraiment l'analyse exhaustive de ce qui s'est passé, plutôt une bascule de nombreuses villes, petites, moyennes, vers la droite plutôt que vers la gauche. Et puis,
il y a un troisième niveau qui est le niveau de l'invisibilité. Qu'est-ce qui se passe dans les chefs-lieux de canton, communes où il n'y a qu'une seule liste ou à peine deux? On pense que rien ne s'est passé. Et c'est vrai que rien ne s'est passé puisqu'il n'y a pas eu de vote pour l'extrême droite, qui a certes conquis quelques villes, hein, mais qui n'a pas eu une influence à part Menton, Cagnes-sur-Mer, Carcassonne avec la division des Républicains. Il n'a pas eu vraiment de gain majeur, sauf peut-être une ville symbolique dans le Pas-de-Calais qui s'appelle Liévin. Mais en revanche, si dans ces communes-là, il y avait pu y avoir l'expression d'un vote Rassemblement national, il aurait été assez haut et sans doute au niveau que les sondages indiquent. Car le vote Rassemblement national, et c'est bien ça qui doit nous interroger, c'est un vote massivement des communes, des habitants des communes de moins de 10 000 habitants ou de 20 000 habitants. Et ça fait beaucoup de monde. Ça n'empêche pas d'autres de voter dans les villes plus importantes pour le Rassemblement national. Et donc, ma conclusion là-dessus, si on analyse le scrutin dans ce qu'il peut révéler, c'est qu'on a l'apparence d'un débat gauche-droite dans les grandes villes, mais on a en réalité une extrême droite qui continue de s'installer. Alors, quant à l'extrême gauche, LFI, j'ai cette formule, elle a un plancher, on peut dire que c'est 11, 12, 13%, mais il se trouve que son plancher est aussi son plafond. C'est-à-dire que ça se confond. Les capacités d'expansion de LFI sont tout à fait réduites. Et le vote LFI pour la présidentielle, le vote Mélenchon, ne peut pas, à mon avis, permettre qu'il y ait, comme certains le prétendent, un deuxième tour entre LFI et le Rassemblement national. Ça, c'est pour faire peur aux enfants, mais ça ne se produira pas. Ce qui peut se produire, c'est que selon que la droite va se rassembler, essayer de se retrouver une unité à la fois sur une personne et sur un projet, selon effectivement la suite que le Parti socialiste donnera, c'est-à-dire va-t-il vers une primaire avec les écologistes et la petite gauche, ou essaye-t-il de s'affirmer par lui-même pour aller conquérir un électorat plus central? Eh bien, selon cette configuration de la droite ou de la gauche, dépendra celui ou celle qui sera au second tour face au Rassemblement national. Parce que finalement, nous avons tous intégré l'idée que le Rassemblement national sera au second tour. Et c'est très différent de ce qui s'était produit, pensez pour Lionel Jospin en 2002, personne ne l'imaginait, que le Rassemblement national pourrait venir au second tour. Mais en 2017 et en 2022, ce n'était pas du tout acquis que le Rassemblement national puisse être au second tour. C'est d'ailleurs justifié un vote utile pour Mélenchon et pour Macron dans l'élection de 2022. Et cette fois-ci, le vote utile, qui est quand même la mécanique infernale, diraient certains, mais le moteur de l'élection, et qui se fait dès le premier tour, le vote du premier tour, le vote utile du premier tour, ce n'est pas de donner un empêchement, empêcher que l'extrême droite arrive au second tour, elle y est déjà. C'est de savoir qui peut être le meilleur candidat face au Rassemblement national, et une autre question qui est encore plus fondamentale, qui peut être président de la République en 2027? Alors à cette question, je ne réponds pas. Alors, non, mais attendez, gardez le micro, François Hollande, parce que la tarif commence à peine sur les questions politiques. Je pensais avoir tout dit, moi. Vous nous tendez une perche assez évidente. Il y a quelques années, je ne sais pas si vous en souviendrez, mais moi j'en souviens très bien parce que votre trait d'humour m'avait marqué. Je vous avais interrogé déjà à l'époque sur un chemin de retour possible pour François Hollande. Et vous m'aviez dit, en me regardant, vous m'aviez dit, peut-être que la dernière fois, vous n'avez pas voté pour moi, mais si vous avez gardé votre bulletin, donc François Hollande, mettez-le dans l'urne en 2027, on ne sait jamais. Vous vous souvenez? Moi, je m'en souviens très bien. Donc, est-ce que vous y voyez, vous, un plus bleu clair? Parce qu'on voit ce qui est en train de se passer. Il y a une extrémisation de la vie politique française, qui est le résultat du en même temps, quand même, hein, qui est le fiasco politique premier pour moi. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a une voie pour la social-démocratie qui pouvait incarner l'extrême centre que pouvait incarner, même si évidemment la réélection d'Édouard Philippe ne doit pas vous faire spécialement plaisir? Si, elle me fait plaisir. Enfin,
je n'ai pas voté, je n'avais pas le bulletin non plus pour intervenir dans l'élection du Havre, mais d'un point de vue d'intérêt général, il vaut mieux que la droite se reconstitue. C'est quand même préférable d'avoir une formation politique qui pourrait être ce qu'a été autrefois l'UMP. Là, je parle vraiment aux plus anciens, euh, euh, ceux qui ont encore une idée d'Alain Juppé, par exemple. Donc ça existait, l'UMP. Ça rassemblait toutes les droites de l'UDF jusqu'au RPR de l'époque. Donc, je souhaite que la droite puisse se reconstituer parce que ça éviterait la dispersion et ça éviterait aussi, ce que vous avez rappelé, l'extrémisation de droite. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est que l'électorat de droite glisse vers l'extrême droite pour les élections nationales, alors qu'il peut y avoir, ça s'est produit dans ces élections municipales, un glissement des électeurs de l'extrême droite vers la droite pour les élections locales. Ça, c'est ce qui explique que les LR sont dans une situation qui n'est pas apparemment mauvaise, mais qui ne leur permet pas de croire, s'ils ne se reconstituent pas avec d'autres, qu'ils peuvent figurer au second tour de l'élection. Donc, moi, je suis pour que la droite se reconstitue, je suis pour que la gauche, socialiste, réformiste, social-démocrate, comme on voudra, se reconstitue. Et vous voyez bien que l'enjeu, c'est l'espace central. Je ne dis pas le centre, c'est l'espace central. Cet espace central, il a toujours fait l'élection, quand on songe à l'histoire de la Ve République. Il a même, pour la première fois, été représenté au niveau présidentiel en 2017 par Emmanuel Macron et en 2022. Sauf que cet espace central n'a plus d'incarnation, n'a plus de figure et n'a plus non plus d'espace qui lui permet d'espérer dans une candidature à l'élection présidentielle. Mais les électeurs, ils existent. Et c'est ces électeurs-là qui vont faire la différence. Soit ils iront, comme c'est souvent passé sous la Ve République, vers la droite, et confortant ainsi la reconstitution d'une formation politique conservatrice, soit ils iront vers une force social-démocrate. Donc François Bayrou n'est plus là. Avant, c'est celui qui faisait, malgré tout, François Bayrou, c'est celui qui faisait la différence. Il l'avait faite en 2007, il n'avait pas été vers Ségolène Royal, malgré son insistance. En 2012, il est allé vers moi. Et en 2017, on pensait que son rôle a été secondaire. Non, il a été très important. Vers Emmanuel Macron. Vers Emmanuel Macron. Alors, je vais vous poser des questions un peu plus qui intéressent les Français. Je voudrais qu'on parle du pouvoir d'achat, Monsieur le Président, mais j'aimerais commencer par le secteur nucléaire. Je dis ça parce que parmi les fiascos, me semble-t-il, d'Emmanuel Macron, c'est d'avoir, avant le discours de Belfort de 2022, dit qu'il fallait fermer 13 réacteurs nucléaires en France. Et il avait commencé par fermer Fessenheim, qui était l'une de vos idées. Ma question est très simple. Est-ce qu'on n'a pas l'impression parfois que nos amis allemands, les Grünen en tête, des Verts, nous ont un peu roulé dans la farine parce qu'on avait une énergie qui n'était pas chère, qui était totalement décarbonée, même si le retraitement des déchets est un sujet, mais qui évidemment imposait une concurrence que l'industrie allemande ne pouvait pas suivre. Quel est votre regard aujourd'hui, à la fois sur la fermeture de Fessenheim et sur les allers et retours d'Emmanuel Macron sur ce secteur? Bon, en France, on aime battre sa coulpe, mais en réalité, le choix nucléaire n'a jamais été remis en cause en France. Et il avait été le fruit d'une décision très courageuse, hein, enfin, en tout cas, à l'époque, très volontariste, celle de Georges Pompidou, prolongée par Giscard d'Estaing et amplifiée par François Mitterrand. Là, la période pendant laquelle il y a eu le plus de centrales nucléaires d'ouvertes, c'est la période de François Mitterrand, même s'il avait commencé par en fermer une, qui était Plogoff. Je dis ça pour les Bretons, qui n'ont jamais voulu accepter une centrale nucléaire sur leur territoire. Donc, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On a arrêté de construire des centrales nucléaires. On n'en avait pas besoin. Donc, on a perdu des savoir-faire majeurs qui permettaient de renouveler le parc nucléaire. Et quand Jacques Chirac, à la fin de son mandat, a lancé l'idée d'une centrale nucléaire, un EPR, tout le monde pensait que l'EPR, et moi le premier,
serait ouvert en 2012. Il n'a été ouvert que bien plus tard, c'est-à-dire qu'il a fallu attendre presque 20 ou 25 ans pour qu'on ait cette capacité à fabriquer une centrale nucléaire. Fessenheim, c'est finalement non pas une concession qu'il a fallu faire, c'est 2 réacteurs qui pesaient très peu dans le bilan énergétique, mais c'était la plus vieille des centrales nucléaires. Et même si c'était celle qui continuait à fonctionner sans incident grave, il n'empêche qu'après, avec Fukushima, la centrale de Fessenheim est à côté de l'Allemagne, hein. Donc les Allemands considéraient qu'eux sortaient du nucléaire et voulaient aussi que la France puisse marquer, par respect peut-être pour les Allemands, une fermeture de centrale. Et donc on fermait Fessenheim, mais sans que ça nous prive d'une capacité de production qui n'a jamais été aussi élevée que durant mon quinquennat. Ensuite, il y a eu effectivement des annonces de fermeture de centrales qui finalement n'ont pas été confirmées parce que le contexte a totalement changé avec la guerre en Ukraine et la nécessité d'avoir une production d'électricité qui ne dépende pas d'énergie fossile. Aujourd'hui, je ne sais pas si on construira les fameuses centrales qui sont prévues. Il y en a une qui est déjà lancée, Penly, etc. Ça prendra du temps et puis il y a les nouveaux réacteurs qui viendront. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons non seulement une chance d'avoir ces centrales-là, mais que nous avons une deuxième chance, c'est que nous avons pu les prolonger bien au-delà de ce qui était prévu initialement. Les centrales nucléaires devaient durer 40 ans, elles vont durer 50 ans, 60 ans. On parle même aux États-Unis, qui n'ont peut-être pas forcément les mêmes contraintes ou les mêmes règles, de 80 ans pour les centrales. Et qu'est-ce qui est le plus économique? C'est de prolonger une centrale nucléaire. Ce n'est pas d'en créer une nouvelle. S'il en faut une pour maintenir le savoir-faire, nous sommes tout à fait favorables, et notamment en Normandie. Mais ce qui compte, c'est de pouvoir prolonger et d'améliorer même le rendement des centrales nucléaires. Alors les Allemands, eux, ont fait un choix justement après Fukushima. C'était donc Mme Merkel qui était aux responsabilités de sortir du nucléaire. Je crois qu'ils le regrettent amèrement parce qu'ils étaient maintenant trop dépendants de gaz et puis maintenant des énergies fossiles. Et donc ils ont fait un effort considérable pour les énergies renouvelables, mais les énergies renouvelables coûtent plus cher que l'énergie sortie du nucléaire avec les centrales existantes. Même Madame von der Leyen, Monsieur le Président, ancienne ministre de la Défense allemande, présidente de la Commission européenne, a reconnu une erreur stratégique avec ça, sur le bridage du secteur nucléaire, ce qui est quand même hallucinant. Je ne demande pas forcément de commentaires, mais ce retour en arrière de Bruxelles sur l'énergie nucléaire, pardonnez-moi, mais... Bruxelles n'avait pas d'autorité pour dire ce que devait être le mix énergétique de chaque pays. Mais dans les soutiens que Bruxelles accordait pour les nouvelles énergies, il y avait un interdit sur le nucléaire. Et c'est cet interdit-là qui vient d'être levé. Donc c'est important. Alors, un point du pouvoir d'achat, François Hollande, parce qu'évidemment, on traverse une nouvelle crise qui est énergétique pour l'instant avec la guerre déclarée par Donald Trump et M. Benjamin Netanyahu à l'Iran, qui risque de devenir une crise économique. Et les Français, notamment ceux qui sont dans nos régions, comme territoire, qui ont besoin de leur voiture, c'est-à-dire le transport en commun, souffrent énormément. Si vous étiez en responsabilité, vu l'état de nos finances publiques, est-ce que vous céderiez de nouveau un chèque, à une aide à ces Français qui souffrent le plus? D'abord, j'attendrai. C'est-à-dire que je ne prendrai pas de mesures de baisse de la fiscalité sur les carburants trop tôt. Je pense que nous n'avons pas suffisamment d'éléments pour savoir si cette crise, celle sur laquelle nous reviendrons, iranienne, aura comme durée et comme effet sur le reste de l'année. Et si elle devait durer, c'est vrai que c'est la formule du chèque qui est préférable à la baisse de la fiscalité, de voir si à la fin de l'année, compte tenu des coûts qui ont été engendrés par un certain nombre de personnes qui sont obligées d'utiliser leur voiture, méritent ou pas d'être compensées et à quelle hauteur. Mais aujourd'hui, céder sur l'affaire de la fiscalité, ça m'est arrivé dans d'autres circonstances où je n'ai pas cédé. Les prix avaient beaucoup monté dans l'été 2012. Pas de chance, j'arrivais. Donc, on me demandait de baisser la fiscalité. Nous ne l'avons pas fait. Nous aurions pu reprendre une mesure que le gouvernement Jospin
introduite qui s'appelait la TIPP flottante. Flottante, oui. Bon, ça veut dire en gros que l'État ne s'enrichisse pas, parce que c'est quand même souhaitable, que l'État ne s'enrichisse pas avec la fiscalité proportionnelle Ce qui est sur. un peu le cas aujourd'hui. Ce qui est le cas puisque aujourd'hui. Vous avez une TVA à 20% et là-dessus, l'État Bien sûr, gagne de l'argent. ce qui est le cas sur la TVA. La TVA étant en fonction du prix, elle rentre davantage pour les recettes de l'État lorsque le prix s'élève. Mais là, on est devant une crise conjoncturelle. Est-ce qu'elle va devenir structurelle? C'est toute la question. Donc, est-ce que la guerre en Iran s'arrête ou ne s'arrête pas? Déjà, ses effets sont quand même sérieux sur le domaine industriel, parce que beaucoup d'entreprises souffrent de ne pas pouvoir trouver les engrais, les matériaux, les produits qui, jusque-là, pouvaient circuler plus facilement et passer par le détroit. Donc, je pense que l'attention qui doit être tournée, même si on est dans une période qui peut être électorale, est davantage vers les entreprises qui souffrent d'un certain nombre de rationnements de produits et d'inflation significative, que vers l'usager, que je comprends, mais dont il faut peut-être lui dire que c'est à la fin de l'année qu'on verra ce qu'il y a lieu de compenser. Est-ce que l'état de nos finances publiques, extrêmement dégradé, vous inquiète? Elle m'inquiète d'autant plus que durant la période où j'ai été président, je les avais rétablis. Donc c'est un peu dommage, si vous voulez, d'avoir fait tout cet effort qui m'a coûté. Parce que j'ai demandé quand même beaucoup d'impôts à beaucoup d'entre vous. Et vous n'avez pas été forcément heureux. Et vous ne m'avez pas gratifié de vos compliments. Donc on avait augmenté un certain nombre de prélèvements sur les ménages. Alors on dit les ménages favorisés, mais au bout d'un certain niveau, tout le monde pense qu'il est plutôt favorisé, que c'est injuste de le fiscaliser. Donc j'avais fait l'effort de rétablir les finances publiques. Elles étaient très dégradées à cause de la crise financière avant que je n'arrive aux responsabilités. Et nous avons rendu des comptes publics équilibrés à moins de 3% du PIB. Aujourd'hui, on est encore à plus de 5%. Et donc ça, c'est effectivement c'est un fardeau. Alors ce fardeau-là ne pèse pas tant que les taux d'intérêt sont maîtrisés. Donc ce qui est le plus grave dans la crise, si elle se répandait, c'est s'il y avait un mouvement sur les taux d'intérêt qui fasse qu'à ce moment-là, pour les finances de l'État, et pas simplement de l'État, même de la sécurité sociale, il y aurait des coûts en termes d'intérêt qui seraient considérables. Alors, je voudrais qu'on parle, pour terminer, de géopolitique. Beaucoup d'experts, qu'ils soient de gauche ou de droite, se sont accordés, François Hollande, durant votre quinquennat, pour dire que vous avez eu une politique internationale qui faisait honneur à la France. Bon, c'est un sentiment qui a été partagé, je ne demande pas de le commenter, évidemment. Non, et ni même de vous le partagez-vous. Non, ah bah si, moi moi je partage. Mais on a cette guerre en Iran, on a un Donald Trump qui paraît imprévisible. Je dis qu'il paraît imprévisible parce que certains experts américains conceptualisent sur ce qu'on appelle la paix par la force, qui a été mis en place par Ronald Reagan, c'est-à-dire que je suis le plus fort, donc si tu continues de me défier, ou tu signes un accord de paix, ou je t'écrase. Donc c'est peut-être pas aussi imprévisible que ça, mais comment sort-on, j'allais dire, du détroit d'Ormuz et de cette guerre? Donald Trump avait effectivement défini une ligne de conduite en matière internationale fondée sur la menace de la force sans l'utiliser. Fondée sur ce qu'on appelle la diplomatie coercitive, c'est-à-dire je crée une tension, une pression, je sidère par une annonce pour que vous veniez à la table discuter. Ce qu'il a d'ailleurs mené sur le plan commercial, il faut bien le dire, avec efficacité, au moins avec les Européens. Ça a été moins vrai avec les Chinois ou avec d'autres pays, mais en tout cas, c'est ainsi qu'il procède. Mais il se trouve que, entraîné peut-être par le gouvernement de Netanyahou, il s'est engagé dans une action de force, pensant sûrement qu'il suffisait de tuer l'ensemble de l'appareil dirigeant iranien pour que, comme dans les films de western, on tue le chef et la tribu se rend. Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça, un grand pays comme l'Iran. Donc, il s'est laissé entraîner vers un conflit, donc il voit maintenant les conséquences. Alors, Donald Trump n'a pas de critères démocratiques pour fixer son action. Il ne cherche pas à renverser le régime, pas plus qu'il a renversé le régime du Venezuela. Pas plus qu'il d'ailleurs, il veut envahir Cuba. Il a des souvenirs. Mais sûrement,
changer la direction de Cuba. Donc, ce qu'ils cherchent, ce n'est pas d'avoir une démocratie en Iran. Ce qu'ils cherchent, c'est de rassurer peut-être Israël quant aux capacités d'accès au nucléaire de l'Iran. Et ce qu'ils cherchent surtout, c'est de savoir quel peut être l'intérêt économique de son pays. C'est en fonction de ce critère-là. Et donc, là, aujourd'hui, les conséquences de son intervention sont telles que l'économie américaine va connaître plus d'inflation, moins de croissance, moins de pouvoir d'achat pour les Américains à la veille d'élections midterms. Donc je crois qu'il est vraiment dans la recherche d'une sortie. Sauf que d'avoir tué tous ceux qui pouvaient être des interlocuteurs rend l'exercice diplomatique difficile. Aller demander à un Iranien de s'avancer pour négocier, c'est prendre pour l'individu en question le risque d'être rapidement exécuté. Donc, il a eu cette formule, d'ailleurs, Donald Trump, parce qu'il dit tout, au moins ce qu'il pense, ce qui d'ailleurs ne devrait pas nous rassurer. Il dit, voilà, on avait trouvé 3 pour négocier, c'est dommage, on les a tués. Donc, ce qu'il faut, c'est essayer, et je pense que la France peut jouer ce rôle, l'Europe peut l'accompagner, c'est essayer de convaincre les Américains qu'il faut trouver un partenaire en Iran, qui bien sûr est issu du régime, forcément issu du régime, et convaincre les Iraniens qu'il peut y avoir une offre de négociation qui leur permette eux aussi de sortir de l'impasse dans laquelle ils sont rentrés et qui les obligera au terme de la négociation à renoncer au nucléaire militaire, ce que je rappelle, ils avaient déjà été prêts à faire quand nous avions nous-mêmes signé l'accord sur le nucléaire iranien. Donc la condition, l'Iran doit renoncer au nucléaire iranien, elle est déjà acquise puisqu'ils l'avaient déjà finalement accepté. Mais là, il faudra qu'ils aillent sans doute plus loin, destruction de leur fabrication de missiles, abandon des soutiens qu'ils accordent au Hezbollah et autrefois au Hamas. Donc il y aura sûrement des conditions qui seront difficiles. Mais le régime iranien, ça ne nous réjouit pas. Il est possible qu'il se perpétue. Un mot, François Hollande, peut-être sur le Liban, si vous le permettez. On est caution des troupes sales sud-Liban. Fait énormément de morts, déplace des centaines de milliers de personnes. Certains experts considèrent qu'en fait, c'est l'État libanais lui-même qui joue sa survie en ce moment. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Pour une fois que le Liban s'était donné un gouvernement stable, dirigé par un Premier ministre tout à fait remarquable. Avec certains ministres Hezbollah, avec le gouvernement. Comme toujours. Il y a toujours eu des ministres Hezbollah dans les gouvernements libanais. Parce qu'il y a une communauté chiite importante, même si le Hezbollah ne représente pas toute la communauté chiite. Et un président de la République libanaise qui était également un ancien chef d'état-major et ouvert à ce que le président Aoun, le Hezbollah se désarme et intègre l'armée libanaise, eh bien c'est le moment où Israël a voulu aller jusqu'au bout, enfin le gouvernement israélien jusqu'au bout pour désarmer lui-même le Hezbollah. Et c'est au détriment du Liban. Mais le Liban fait là aussi un geste que Israël devrait comprendre. Pour la première fois, le Liban, qui n'a pas reconnu Israël, accepte de parler au gouvernement israélien. Et donc nous, la France, qui sommes très liés au Liban, nous devons soutenir, appuyer le Liban pour que justement il puisse avoir une relation d'État à État avec Israël et assurer Israël la sécurité du Sud-Liban, mais ne pas accepter l'occupation du Sud-Liban. Or, c'est ce que, hélas, le gouvernement israélien est en train de reproduire, parce que ce n'est pas la première fois qu'ils occupent le Sud-Liban. Et s'ils occupent le Sud-Liban, c'est tout bénéfice pour le Hezbollah, parce que le Hezbollah continuera de se revendiquer comme partie de la résistance, c'est-à-dire de dire c'est nous qui défendons l'intégrité du Liban. Donc c'est un sujet tout à fait sensible pour nous, Français, parce que nous avons tellement de liens avec le Liban, et le Liban est un facteur quand même d'équilibre dans la région. Donc faisons là de la diplomatie qui puisse permettre au Liban de retrouver la paix. Il faut savoir que le Liban est un pays martyr. Entre les réfugiés syriens qui sont venus... 1 200 000. Les réfugiés palestiniens qui sont toujours là depuis presque 45 ans, et maintenant le million de déplacés des quartiers gîtes
vers les quartiers chrétiens. Parce que les premiers qui sont en souffrance, c'est effectivement les populations du Sud, mais les seconds qui souffrent aussi, c'est les quartiers chrétiens. Peut-être avant de parler de l'Afrique et donc de la République du Congo sur Hollande, un mot quand même, enfin plus qu'un mot sur l'Ukraine. On se souvient des décisions que vous aviez prises, notamment sur 2 navires, si je me souviens, qui ne devaient pas être livrés à la Russie. Vous aviez eu à l'époque beaucoup de gens que vous avez regardé un peu de travers. La Russie va-t-elle finir par emporter une partie importante du territoire ukrainien au-delà, puisque déjà il s'est passé en Crimée et dans le Donbass? Nous risquons d'avoir dans plusieurs parties du monde des cessez-le-feu, mais des conflits jamais fermés. C'est-à-dire des paix jamais à l'état de vie. J'ai parlé de ce qui se passe au Moyen-Orient, pas simplement en Iran. Que devient Gaza aujourd'hui? Où sont les reconstructions attendues? Nous avons parlé du Liban, situation qui dure depuis, hélas, des années. Et là, l'Ukraine, il peut y avoir un cessez-le-feu, il n'est pas en place. L'Ukraine continue de recevoir des bombardements et il y a des drones ukrainiens qui vont quand même. Donald Trump avait dit qu'en 48 heures, il y a aucun Voilà. affaire en Ukraine. Oui. Mais il ne sait pas très bien ce que représente 1 heure. Peut-être il n'a pas forcément l'échelle du temps. Mais le risque, c'est que, imaginons qu'il y ait quand même un moment, parce que ça a fait des dizaines de milliers de morts, aussi bien russes que ukrainiens, qu'il y ait un cessez-le-feu. Et j'ai vécu cette situation, puisque les accords de Minsk, c'était un cessez-le-feu en 2015. La question, c'est est-ce qu'on est sûr que ça va s'arrêter là? Donc, c'est ce qu'on appelle les garanties de sécurité qu'il faut accorder à l'Ukraine. C'est ce que demande Zelensky. Mais aujourd'hui, Zelensky est la grande victime de ce qui se passe au Moyen-Orient. Tout le monde a les yeux sur l'Iran et plus personne ne regarde ce qui se produit en Ukraine. Et Poutine bénéficie, grâce à ça, d'une possibilité d'action. L'autre grand bénéficiaire de la situation, si on la regarde, pas forcément à court terme, mais à moyen terme, c'est la Chine. Puisque, certes, elle perd des alliés, mais elle est en position dominante. Et elle pousse dans ce qu'on appelle le Sud profond. Donc, pour rester sur l'Ukraine, je pense qu'il faut continuer à aider l'Ukraine. Vous avez vu que ce n'est pas si simple au niveau européen. Et il faut faire en sorte qu'il puisse y avoir un taux. Il faut faire en sorte qu'il y ait non pas simplement un cessez-le-feu, mais un accord de paix pour que l'Ukraine, qui sera sans doute amputée d'une partie de son territoire, et c'est déjà le cas, mais puisse vivre en sécurité dans le reste de ce territoire. Alors, parlons de l'Afrique. Lors de votre quinquennat, vous avez eu des positions extrêmement fortes sur le combat contre le djihadisme, par exemple. Depuis, on a l'impression que la France a pris un coup de pied derrière, Monsieur le Président, que les troupes Wagner russes et que l'exploitation des minerais par les Chinois bat son plein. Et on parle ensuite du cas de la RDC qui est magnifique et très intéressant. Est-ce que la France, en Afrique, a perdu totalement sa place? Pas totalement, mais a perdu l'Afrique de l'Ouest. Si tant est que c'était pour permettre que les Russes à notre place fassent la sécurité, on pourrait dire très bien que le travail soit fait par les uns ou par les autres. C'est la lutte contre le djihadisme. Bamako est entouré de djihadistes aujourd'hui et le même Mais ce n'est pas ce qui se produit, oui, effectivement. Le groupe Wagner n'a rien protégé, a été un groupe prébendier. Résultat, il y a eu des coups d'État militaires qu'on a laissé faire. C'est quand même un paradoxe, quand on est présent militairement sur un territoire, le Mali, de ne pas savoir qu'il va y avoir un coup d'État contre le président élu. Et lorsqu'un coup d'État se produit, de ne pas le conjurer pour dire on n'est pas une puissance coloniale, mais enfin quand même, il faut respecter un certain nombre de règles. Donc résultat, coup d'État au Mali, coup d'État au Burkina Faso, coup d'État au Niger. Donc c'est quand même un problème majeur, parce que dans ces 3 pays, le djihadisme est en expansion considérable, et il est possible même que Bamako tombe. Là, aujourd'hui, ils ont lâché 200 djihadistes, des chefs, pour permettre l'approvisionnement en essence. Bon, il y a aussi des personnalités qui ont été enlevées et qui ont versé des rançons considérables. Donc les djihadistes sont en position de force. Et s'ils font tomber Bamako, c'était la raison pour laquelle je m'y étais opposé,
avec l'appui des chefs d'État africains. Si Bamako tombe, si Burkina suit et le Niger Niamey, vous parliez de nucléaire avec l'uranium au Niger, et le Sénégal et la Côte d'Ivoire qui ne sont pas loin du Mali, et pour le Burkina, c'est la Côte d'Ivoire, son voisin. Donc on imagine ce que ça peut représenter. Alors, ces chefs d'État sont tous des militaires qui ont fait des coups, mais qui n'ont pas protégé leur pays. Un jour, je ne sais pas quand, mais un jour, l'Afrique appellera la France. Et la question sera posée de savoir ce que nous avons à faire. Je répondrai, nous ne devrons pas le faire seuls. Finalement, c'est aux Européens de le faire, parce que nous, on est toujours mis en cause comme éventuellement puissance coloniale qui voudrait reprendre quoi d'ailleurs. Donc, il s'agira de le faire avec les Européens, mais il faudra le faire. Mais s'il n'y a pas de sécurité, il ne peut pas y avoir de croissance, donc de pouvoir d'achat pour les populations. Mais oui, il faudra rétablir la sécurité. Parce que si on pense que si Bamako, Niamey deviennent des cités djihadistes, on pense que ça n'aura pas de conséquences sur nous, sur notre propre sécurité, en sachant quand même qu'il y a beaucoup de Maliens tout à fait honnêtes et qui aiment la France, qui sont présents ici. Donc il faut quand même se rendre compte que c'est par rapport à nos propres intérêts. Je ne parle pas des intérêts économiques, là, je parle des intérêts sécuritaires que nous devons être présents en Afrique. Et puis il y a aussi, et on y vient pour l'Afrique de l'Est, il y a un conflit dont personne ne parle, c'est ce qui se passe au Soudan. C'est une horreur. Et là, il y a même des tentations génocidaires, pour reprendre des mots qui sont utilisés. Donc, on laisse toute une partie de l'Afrique dans une désolation absolue. Et là aussi, ça aura des conséquences. On veut limiter, à juste raison, l'immigration, empêcher qu'il puisse y avoir des populations qui fuient. Enfin, le Soudan va révéler des monstruosités qui ont été commises et sans doute des exils qui vont se produire. Et pour ce qui concerne la RDC, tout le monde s'accorde à dire que, là aussi, Trump a dit « j'ai réglé également le conflit ». D'ailleurs, quand j'ai vu le président Sekeli, il venait de signer un accord à Washington avec le président rwandais, et le président du Congo m'a dit, en fait, 2 jours après, l'accord a été balayé par ces groupes paramilitaires qui s'infiltrent en République démocratique du Congo pour piller les matières rares. Oui, longtemps ils ont pillé, ils continuent, hein, mais maintenant ils occupent. C'est-à-dire, l'Est de la RDC est occupé par le Rwanda. Et ça, c'est finalement la suite de toutes les violations du droit international qui se sont produites ces dernières années. L'intervention russe en Ukraine n'était pas qu'une question bilatérale entre la Russie et l'Ukraine. C'était la première fois depuis des décennies, en tout cas, qu'un voisin était envahi par le pays le plus important, en plus en Russie, doté de l'arme nucléaire. Mais on voit bien que ça a été finalement un précédent qui était suivi par d'autres. Des conflits dont on n'a pas beaucoup entendu parler, Thaïlande, Cambodge par exemple, des conflits, le Rwanda qui est présent en RDC, et d'autres encore. Ce qui d'ailleurs peut autoriser demain la Chine à aller conquérir Taïwan avec des arguments de droit qui seront d'ailleurs supérieurs à ceux qu'on peut donner pour la Russie à l'égard de l'Ukraine. Donc voilà, on est dans une situation internationale où le droit a été mis en cause et où la violence, la force se sont installées. Et en RDC, c'est au détriment de la population, puisque les hôpitaux ont été saccagés, puisqu'il y a toujours des atteintes aux droits des femmes qui sont insupportables. Et le président Tshisekedi qui fait ce qu'il peut pour essayer d'avoir une protection de ses parrains. Les Américains ne l'ont pas donné. Les Américains sont très liés au Rwanda, par ailleurs, et on se souvient... Leurs GAFAM bénéficient des terres rares Donc, le Rwanda est le pays avec lequel les Européens et les Américains préfèrent travailler. Et François Hollande, vous connaissez très bien le président Félix Tshisekedi. Moi, j'ai été frappé par une chose, et je le raconte dans le supplément, avec l'interview du président, c'est qu'en fait, il y a une attente de la RDC. C'est un pays francophone, c'est un pays immense, c'est un pays magnifique, 100 millions d'habitants, et on a l'impression que le pouvoir actuel, en fait, se détourne de l'Afrique, globalement, et que la RDC ne l'intéresse pas. Oh, bah, il y a
il y a du business à faire, il y a des gens qui aiment notre culture, avec lesquels on pourrait échanger. Et j'ai l'impression, enfin c'est le sentiment que m'a donné le président Tshisekedi, hein, qu'il y avait une attente et que, bah, on n'y répond pas vraiment, ou on regarde ailleurs. La RDC est le pays francophone le plus peuplé. C'est en RDC qu'on parle français, avec plus de 100 millions de locuteurs. Bon. Donc ça mériterait rien que pour ça une attention particulière. Deuxièmement, nous n'avons aucun lien colonial avec la RDC. Bon, donc nous n'avons aucune mauvaise conscience, aucune faute à pardonner, etc. Donc nous avons des liens qui peuvent facilement s'établir. Et tout le monde s'accorde à dire que c'est un pays qui regorge de ressources, de richesses, etc. Bon, sa gestion n'est pas non plus exemplaire, mais ça ne date pas d'aujourd'hui, ça l'a toujours été. La corruption, mais ce n'est pas propre à la RDC, est élevée. Mais il y a des entreprises qui travaillent, il y a beaucoup d'entreprises françaises qui voudraient y venir. Donc je pense que c'est le pays sur lequel il faut faire le plus d'investissements possible, parce que nous y serons bien accueillis. Sauf au Kivu, mais nous y serons bien accueillis et il y a des potentialités considérables. Par ailleurs, c'est un pays, comme son nom l'indique, qui est assez central et qui se retrouve le Tchad, la République centrafricaine. Enfin, quand on regarde la carte, car la politique extérieure, c'est quand même de regarder les cartes. Il semble que beaucoup ne savent pas très bien où se situent certains pays, y compris des dirigeants. C'est quand même préoccupant. Mais quand on regarde la carte de l'Afrique, la RDC est un élément central. François Hollande, merci Merci beaucoup. à vous. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat et merci d'honorer votre présence du milieu ici. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci.